Transformation chimique. À l'issue de cette leçon, vous saurez établir une équation et l'ajuster. Vous saurez identifier un réactif limitant. Vous connaîtrez le montage à reflux et vous connaîtrez la chromatographie sur couche mince. Les prérequis. Il faut savoir qu'au cours d'une transformation chimique, comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour compléter ce cours, vous pouvez regarder la vidéo de votre livre, dont le lien est rappelé ici. À la fin de la leçon, nous pourrons aborder les exercices d'application. En introduction, comment modéliser simplement une transformation chimique? Au minimum, en connaissant les réactifs et les produits. Il peut y avoir des étapes intermédiaires, mais ce n'est pas au programme de la classe de seconde. Il faut savoir que lors d'une transformation chimique, les liaisons entre les atomes se rompent et d'autres liaisons se forment, créant ainsi d'autres espèces chimiques. Alors, on va donc définir maintenant la transformation chimique. Définition. On appelle système chimique l'ensemble des espèces chimiques présentes. Elles sont caractérisées par une quantité de matière dans un certain état physique, solide, liquide ou gazeux. L'état du système chimique est lui-même caractérisé par une température, une pression, un état homogène ou hétérogène. Donc, on appellera transformation chimique le passage d'un système chimique d'un état initial vers un état final, avec impérativement la formation de nouvelles espèces chimiques. Exemple. Une combustion, une précipitation, une corrosion d'un métal ou une réaction d'hydratation. Pour simplifier les choses, une transformation peut être modélisée par une réaction. Au cours d'une transformation chimique, des réactifs vont être consommés et des produits vont être formés. Attention au terme. Pour simplifier l'explication d'une transformation chimique, on utilise l'équation de la réaction chimique, dans laquelle les espèces sont représentées par une formule brute, par exemple, l'eau sera symbolisée par la formule H2O. L'état physique de chaque espèce est précisé en indice de la formule brute par un petit s pour solide, un petit l pour liquide ou un petit g pour gazeux. Et les proportions relatives, aussi appelées nombres stoichiométriques, seront placées devant chaque formule brute des espèces chimiques. Remarque importante, les nombres stoichiométriques sont des entiers. Par convention, la valeur 1 n'est jamais écrite, ni d'ailleurs 0. Exemple, du méthane gazeux brûle dans du dioxygène gazeux. Il se forme du dioxyde de carbone gazeux et de la vapeur d'eau. On commence par écrire les formules brutes de toutes les espèces qui interviennent. Le méthane a pour formule CH4. On met un petit G pour l'état gazeux. Il brûle dans du dioxygène, O2, sous forme gazeuse. Il se forme du dioxyde de carbone, CO2, à l'état gazeux, et de l'eau, H2O, à l'état gazeux. Pour conserver les atomes, maintenant, on regarde chaque symbole. Un C au départ, un C à la fin. 4 atomes d'hydrogène au départ. On est donc obligé de mettre devant une molécule d'eau 2, car 2 fois 2 égale 4 atomes d'hydrogène. Et enfin, concernant l'atome d'oxygène, il s'est formé 2 O ici et 2 O là. Ce qui fait que dans les produits, on a au total 4 atomes d'oxygène, ce qui veut dire qu'on est obligé d'utiliser 2 molécules de dioxygène pour avoir la conservation de l'atome d'oxygène, qui est 4. Autre exemple. L'éthane gazeux brûle dans du dioxyde gazeux, il se forme du dioxyde de carbone gazeux et de la vapeur d'eau. On commence par écrire les formules brutes de chaque espèce. L'éthane a pour formule brute C2H6, le dioxygène O2, le
le dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O. Il y a 2 atomes de carbone au départ. Ici, dans les produits, une molécule de CO2 est formée. Donc il faut 2 atomes de carbone. Donc on va devoir mettre un coefficient 2 devant. Au départ, il y a 6 atomes d'hydrogène. À la fin, il n'y en a que 2. Donc on va être obligé de mettre un coefficient 3 devant la molécule d'eau. Au point de vue des atomes d'oxygène, au départ, il semble y en avoir que 2, mais à la fin, pour le moment, on a obtenu 2 fois 2, 4, plus 3 fois 1, 3, 4 plus 3 égale 7. Il faut donc au départ 7 atomes d'oxygène. Mais ils sont introduits par paquet de 2. On ne peut pas mettre dans les équations des nombres à virgule. Il faut des nombres entiers. Donc il va falloir modifier les coefficients pour n'avoir que des valeurs entières. Ce qui fait que si l'on veut 7 atomes d'oxygène, il faut faire 2 fois 3,5. 3,5, on n'a pas le droit de l'écrire. Donc on va transformer en 7. Cela impose de modifier donc les 2 autres coefficients que nous avons placés précédemment. On vérifie une dernière fois. En ayant modifié les coefficients, cela modifie aussi le nombre d'atomes de carbone, qui maintenant est passé à 4 atomes de carbone dans les produits. Ce qui impose ici, au départ, de mettre un coefficient 2 ici, car 2 fois 2 égale 4. La modification des coefficients permet la conservation de tous les atomes depuis l'état initial vers l'état final. L'équation est bien ajustée. Remarque, certaines transformations chimiques peuvent s'accompagner d'un dégagement de chaleur. Elles seront alors qualifiées de réactions exothermiques. En revanche, si elles en consomment, elles seront qualifiées de réactions endothermiques. Bilan de matière et réactifs limitants. Une transformation s'arrête lorsque les quantités de matière des espèces présentes n'évoluent plus. Autrement dit, peut-être qu'un des réactifs a totalement disparu, ou même tous les réactifs. On dira alors qu'une transformation est totale si au moins l'un des réactifs est entièrement consommé. Ce réactif est appelé alors réactif limitant, car il limite la transformation. En revanche, si tous les réactifs sont entièrement consommés, alors on dira qu'ils ont été mélangés dans les bonnes proportions. On dit que le mélange est stoichiométrique. Exemple. Comment bien brûler du méthane dans du dioxygène? On a déjà écrit l'équation précédemment, qui est rappelée ici, et maintenant on va faire un bilan de matière de tous les réactifs. En français, on comprend que c'est une recette. Une molécule de méthane doit réagir avec 2 molécules de dioxygène pour former une seule molécule de CO2 et donner 2 molécules d'eau. Donc, si on modifie un peu les proportions, on pourrait dire que une mole de CH4 doit réagir avec une mole de O2, mais ça, ce n'est pas la bonne proportion. Ici, le dioxygène est en quantité insuffisante par rapport à ce qu'on a besoin. Donc, le dioxygène va limiter la réaction et on obtiendra au final seulement la moitié de ce qu'on aurait dû obtenir en dioxygène et la moitié de ce qu'on aurait dû obtenir en eau. Donc le réactif limitant ici, c'est bien le dioxygène. Prenons notre mélange maintenant. Si on mélange, dans le mélange numéro 2, si on apporte bien 2 fois plus de dioxygène par rapport au méthane, on forme bien une mole de CO2 et 2 moles d'H2O.
Ici, le méthane et l'eau d'oxygène sont apportés dans les bonnes proportions, on dit que le mélange est stoichiométrique. Dernier cas, si dans ce mélange on apporte 3 fois plus d'oxygène que de méthane, c'est donc le méthane ici qui va être le réactif limitant. Par conséquent, on n'obtiendra qu'une seule mole de CO2 et 2 moles de H2O, mais il restera un petit peu de dioxygène en fin de réaction. C'est donc le méthane qui est le réactif limitant. De manière générale, comment connaître, sans faire plusieurs mélanges, quel est le réactif limitant? Eh bien, pour qu'il y ait un mélange stoichiométrique, il faut que les quantités de matière divisées par les coefficients soient respectées. C'est-à-dire que l'on doit avoir la quantité de matière sur le coefficient stoichiométrique de A qui doit être égal à la quantité de matière de l'espèce B sur le coefficient de l'équation, égal à lui-même à la quantité de matière de l'espèce C sur son coefficient stoichiométrique, égal à la quantité de matière de l'espèce D sur son coefficient stoichiométrique. Si ces égalités sont vérifiées, on dira que le mélange est stoichiométrique. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que si la quantité de matière de A sur son coefficient est plus petite que la quantité de matière de B sur son coefficient stoichiométrique, alors on sait que c'est le réactif A qui est le réactif limitant. Dans le cas contraire, ce sera le réactif B qui sera le réactif limitant. La synthèse d'une espèce chimique. On dénombre 3 types d'espèces chimiques. Les naturelles, si elles sont issues de la nature, les synthétiques, si elles ont été fabriquées par l'homme, mais qu'elles reproduisent une espèce naturelle, et enfin artificielles, si elles ont été complètement inventées par l'homme et qu'elles n'existent pas du tout dans la nature. Les 4 étapes fondamentales d'une synthèse chimique. Premièrement, il y a le prélèvement des réactifs, et il faut avoir de bons réflexes, c'est-à-dire connaître les pictogrammes de danger en regardant les étiquettes sur les flacons. Il faut savoir se prémunir grâce au port d'une blouse, de gants et de lunettes. Et enfin, réfléchir aux meilleurs moyens de prélever les réactifs en utilisant balance, éprouvette graduée ou autre matériel. Deuxième étape, la transformation elle-même. Une fois que les réactifs ont été mis en contact, ils vont subir une transformation chimique et des produits vont commencer à se former. On dira que la réaction avance, mais parfois il faut un peu l'aider, par exemple en élevant la température du milieu réactionnel. Un des dispositifs privilégiés est l'utilisation du chauffage à reflux. Dans ce montage, on doit utiliser un chauffe-ballon sur lequel est placé un ballon qui contiendra le mélange réactionnel. Au-dessus de ce ballon est fixé un réfrigérant alimenté par le montage du chauffage à reflux. On utilise un chauffe-ballon sur lequel on positionne un ballon qui contient le mélange réactionnel. On y fixe sur ce ballon un réfrigérant que l'on alimente par une arrivée d'eau. Et l'eau en sera extraite. Le mélange réactionnel est porté à ébullition, des vapeurs s'élèvent dans le réfrigérant, mais au contact des parois froides, celles-ci se liquéfient. Elles retombent dans le ballon. Il y a donc reflux de la matière. Une fois que la transformation est terminée, il faut passer à l'étape de l'isolement. En général, plusieurs produits se forment, et donc, pour les séparer, on va utiliser leurs propriétés physiques ou chimiques, comme par exemple température d'ébullition, température de solidification, la densité, etc. Il existe différents types pour analyser l'espèce isolée. Donc voici une petite liste. Par exemple, la température de fusion. On utilisera un banc de Koffler. Une petite vidéo présente les techniques. La mesure de la masse volumique à l'aide d'une balance et une éprouvette vue au collège. Une autre petite vidéo. Et enfin, la chromatographie sur couche mince. Donc voici une petite vidéo. Toutes ces techniques sont adaptées lorsque l'espèce à tester est pure. Et donc, une autre technique aussi que vous pouvez aller voir, c'est la technique de la distillation fractionnée qui permet de séparer différents liquides les uns des autres. Voilà.
le cours est terminé.